voici à l'intérieur de cette antenne. On a bien sûr retiré le capot qui est assez fin, composé d'une toile assez fine, mais résistante à la torsion, donc c'est bien. Ici, on va s'intéresser, comme d'habitude, à l'alimentation. Donc on a l'IEC en bas. Là, on va retrouver, je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, un fusible qui est extrêmement mal placé. D'ailleurs, ils auraient pu le placer sur l'IEC directement, ça peut se faire. Ceci dit, c'est pas censé claquer très souvent. Donc, ici, on retrouve des condensateurs de filtrage XY, des autres composants, une self, etc. On va avoir un pont de diode redresseur, un condensateur au voltage 450 volts, 150 microfarad de marque Suscon, ce qui est une sous-marque chinoise, je suppose. Alors c'est un condensateur 105 degrés, donc ça c'est bien. Aussi le transformateur qui va venir après distribuer des tensions pour alimenter différentes cartes. Le cœur névralgique, c'est ici le poumon. C'est ce transformateur un petit peu I avec un blindage, avec un feuillard de cuivre et également un filtrage passif avec un aimant sur les enroulements. On continue avec la présence ici du radiateur et d'un ventilateur. Alors ce qui peut paraître curieux, c'est qu'en général le ventilateur on le met là, ou on le met dessous. Là, dessous il n'y a pas de place apparemment, puisque derrière on retrouve tous les amplificateurs, tous les modules, donc on n'avait pas de place, donc ça peut paraître pas logique, mais en fait, puisqu'en général, oui, puisqu'on va venir souffler de l'air sur la plaque, et au niveau refroidissement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ceci dit, ça va permettre d'évacuer tout l'air qui stagne entre les cartes, là, parce qu'on est sur une construction en cascade. Donc ça évite tout dégagement d'air, et puis il y a aussi les deux radiateurs là qui vont chauffer. Donc voilà, ici derrière bien sûr on a la carte, l'arrière de la carte de façade avec l'écran LCD. Donc sur cette carte, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire sur cette carte HDMI pas grand chose. Vu qu'elle est retournée, on ne saura pas les chips qui la composent. J'ai juste repéré au dos un composant Panasonic. Mais ce n'est pas celui qu'on retrouve dans d'autres marques. Ensuite, cette carte principale, c'est là où on va voir le plus de choses. Ici, j'ai repéré un DAC, un Delta Sigma, un Texas Instruments PCM 5100A. Donc je suppose que ce DAC, il a vocation il est en relation avec la sortie ligne. Ici on a les AOP correspondants. Ici on a deux DIX PCM 9211 ici et là. C'est pour le routage des signaux, avec piloté certainement par l'horloge ici. Alors ici on découvre qu'il y a des emplacements vides, ou alors les puces sont au dos. C'est peut-être des puces supplémentaires qui seront présentes sur le modèle supérieur. Ici certainement un processeur de calcul, mais alors on ne saura pas ce que c'est, avec un petit refroidisseur puisqu'il est collé. Donc une carte avec des composants montés en surface, c'est bien fichu. Le routage de câbles, c'est bien organisé également. Alors ce dont j'ai pas parlé, c'est ça ici. Ouais, on a des composants ici qui ne sont pas traversants, qui sont montés sur boîtier. Donc cette partie-là est peut-être intéressante, puisqu'on a ici, on n'a pas que le module Wi-Fi Bluetooth, puisqu'on retrouve un quad-core, un SoC, qui va gérer tout ce qui est gestion de la voix, etc. Donc ça va certainement fonctionner avec AirPlay 2, Chromecast, Spotify, Connect et puis Roon. Donc c'est certainement, donc ici on a sa mémoire, ici on a le SoC qui est là. Et la mémoire qui est là, donc une mémoire de 256 mégas, et on va apercevoir ici sa petite horloge de synchronisation. Donc dans cet appareil normalement il est équipé d'un DAC AKM 4458VN, ce qui est un DAC relativement ancien,
Alors avec les problèmes chez AKN, je ne sais pas, j'ai pas pu vérifier s'il est présent dans l'appareil. C'est sur la notice technique a priori. Donc ils ont certainement, il a dû avoir un retard à cause de l'usine qui avait brûlé AKM. Et donc ça a dû certainement entraîner, s'ils ont utilisé ces puces-là, ça a dû entraîner beaucoup de difficultés pour l'approvisionnement et puis certainement l'augmentation du prix, puisque il me semble avoir vu sur internet qu'au départ c'était un appareil qui était plutôt prévu dans les 2700 €, puis avoir une correspondance à peu près logique avec le dollar. Donc c'est un ampli avec un fonctionnement un peu particulier a priori, puisqu'il a 5 canaux qui fonctionnent avec en termes d'amplification, un rapport signal-bruit de 91 dB. Les autres canaux sont à 86 dB, donc on a peut-être un autre type d'alimentation, enfin d'amplification pour les canaux, les 2 canaux restants. Le préampli, lui, il est sur des valeurs classiques, hein, 200 dB en distorsion et 210 dB en rapport signal sur bruit. Les modules, a priori, d'amplification, on peut les driver différemment. C'est-à-dire qu'on peut faire de la biamplification ou réattribuer les canaux. Donc au niveau puissance, on est à 140 watts sur 8 ohms pour deux canaux en fonctionnement, ce qui est quand même assez important, sauf que la distorsion est de 1%. Une distorsion de 1%, c'est très important. Donc en réel, bon, on est un peu en dessous, ça devrait suffire quand même à alimenter un maximum de choses. Ce dont j'ai pas parlé, oui effectivement ici je reviens sur les alimentations, ici on a 2 régulateurs avec toute une autre alimentation encore pour la partie analogique. Ce sont des régulateurs 15 volts Motorola 7815A. Alors on va prendre une petite, on va regarder un peu ce qui se passe sur le côté, vous voir que l'organisation de l'amplificateur, on voit que voilà, c'est un montage en cascade, enfin en cascade, à étage on va dire. Ici on va retrouver sur la carte du bas quelques straps. Les straps, ce sont les petites tiges en métal là. Donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet amplificateur du point de vue technique d'après nos recherches. Burned me once or twice. I expect that